Avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est utile de faire un petit disclaimer. Ça me semble évident, mais je pense que ça ne l'est pas pour tout le monde. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est mon expérience, c'est ma vie et les choses que j'ai vécues. Donc, quand je parle des gens, je parle des gens que j'ai rencontrés. Quand je parle de certains établissements, de certains contextes, c'est les environnements où j'ai été dans ma vie. Donc il n'est pas utile de me demander de ne pas faire de généralisation, puisque je ne peux pas en faire, puisque je ne connais pas toutes les personnes surdouées, je ne peux parler que de ma vie. Évidemment, vous pouvez exprimer votre avis et votre désaccord éventuel avec mes propos dans les commentaires, mais gardez bien en tête que ça n'invalide pas mon vécu, puisque ça ne peut pas contredire ma vie, puisque apparemment ça s'est quand même produit, et je le sais puisque j'étais là. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Bon visionnage. Salut. Aujourd'hui, je vais enfin parler de mon vécu de personne surdouée, zèbre, au potentiel, HPI, tout ce que tu veux. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Et du coup, en conséquence, je ne l'ai pas préparée. Donc on va faire comme les vidéos précédentes. Je vais parler comme ça. On va essayer de faire un taf d'organisation, thématique, chronologique, je ne sais pas. Et on va espérer que ça a du sens. On va essayer de faire du sens de tout ça. Je vais essayer de parler de ma vie, on va dire, de personnes surdouées, de ce que ça m'a apporté, de l'impact que ça a eu sur ma vie et sur toutes les différentes zones et différents domaines de ma vie, n'est-ce pas? Et aussi, peut-être que mon témoignage fera en sorte que on arrivera mieux, vous arriverez peut-être mieux en fait à cerner, on va dire, ce qu'est ou n'est pas une personne surdouée, dans le sens où justement ça apportera un témoignage de plus qui comprendra qui fera comprendre que les surdoués c'est pas genre juste un modèle de personne particulier, ça a beaucoup de formes et d'expressions différentes en fait, et que du coup voilà, ça permet de, je sais pas, vous dire que au pire cette personne-là elle est surdouée et puis c'est tout. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Commençons. Je vais peut-être pas raconter ma naissance, parce que pour des raisons évidentes, je ne m'en souviens pas. Mais en gros, ouais, mon parcours de personne surdouée, il commence mine de rien assez tôt, puisque contrairement à pas mal de personnes dont j'ai lu les témoignages et qui ont été diagnostiquées assez tard, moi, mes parents l'ont soupçonné. Et l'ont détecté assez tôt, en fait. C'est-à-dire vers genre 2-3 ans, un truc comme ça. Et en gros, de ce qu'ils me racontent, ils ont vu que j'étais un bébé chelou, dans le sens où j'apprenais beaucoup de choses vite et toute seule. Genre j'ai marché assez vite, j'ai parlé très vite, j'ai écrit, j'ai lu l'heure très vite. Les enfants, en général, je suppose que j'en ai pas, ils vont, par exemple, pour apprendre à parler, ils vont peut-être faire beaucoup d'erreurs, essayer de faire, pas mal de sons, de trucs qui ressemblent pas à grand chose, essayer de balbutier des mots, et ensuite essayer de faire des phrases avec pas mal de fautes normales, parce que c'est des bébés. Et apparemment, moi, c'était pas comme ça. En général, moi, j'étais une enfant déjà très silencieuse. Apparemment, j'écoutais beaucoup. J'intériorisais, je pense, j'apprenais en silence, et je ressortais le fruit de mes écoutes sous forme de résultats genre quasi parfaits en fait. Je sais pas, par exemple, en gros, j'ai commencé à parler tôt, mais bien en fait. C'est-à-dire que je suis passée de genre maman papa à de ce que ma mère m'a raconté, genre à 3 piges, j'ai rentré du taf et je lui disais bonjour maman, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qu'on mange ce soir, j'ai faim, mais genre fluide. Pareil pour la lecture, voilà, j'ai appris très très vite. Évidemment, mes parents m'ont pas genre laissé comme ça dans la nature, ils ont lu avec moi tout ça. Ils ont quand même pas mal développé mon goût pour la lecture d'ailleurs. Mais ouais, enfin voilà, apparemment je faisais mon taf dans mon coin et
Du jour au lendemain, je savais lire, je sais pas, des panneaux de pub. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que mes parents ont compris que je savais lire, c'est qu'ils étaient en voiture et j'ai commencé à lire les plaques d'immatriculation des voitures, et ensuite genre il y avait un panneau Conforama et je l'ai lu comme ça, genre là où la vie est moins chère, ou je sais pas quoi, le slogan de Conforama, et c'est là qu'ils se sont dit ah ouais, c'est lire. Ok. Et du coup, quand j'étais en maternelle, je sais pas quelle section, ils m'ont emmené faire un test de QI. Voilà, je sais plus c'était quoi le résultat, je n'en ai pas fait depuis très longtemps, donc je ne saurais vous dire mon chiffre de QI exact, et je m'en fous un petit peu. Du coup, ils m'ont fait un test de QI, et c'est revenu que voilà, en gros j'étais surdouée. C'est la raison pour laquelle on m'a fait sauter une classe et demie, bref, chelou. Parce qu'en gros, ils ont aussi dit que, voilà, si on me faisait pas sauter une classe, j'allais me faire chier, en fait. Et ça pouvait retarder et frustrer mon développement. J'étais censée sauter apparemment encore plus de classes, genre, de ce que mes parents m'ont dit, j'aurais pu en sauter 2 ou 3, mais mes parents se sont opposés et ont dit non, juste une, parce que au niveau, tu sais, vie sociale, ça va être chaud. Et merci, parce que putain, déjà avec une classe d'écart, c'était pas forcément simple tous les jours. J'ose même pas imaginer ce que j'aurais vécu si j'avais genre 2 ou 3 ans d'avance par rapport à mes camarades de classe. Donc, bon plan. Bonne réflexion. Merci papa, maman. C'est pour ça que j'ai sauté ma dernière section de maternelle, et en gros, on va dire techniquement la moitié du CP. Genre il y a un moment où en milieu d'année du CP, on m'a mis dans une classe qui faisait à moitié CP et CE1 pour que je suive en même temps le programme de CE1, parce que je me faisais chier. Voilà, donc il y a rien de bien impressionnant dans ça. En général, quand les gens font le calcul et se rendent compte que je suis née en 95 et qu'en fait j'ai un an moins que tout le monde, et que en gros, vu que je suis née en juin, c'est pas une affaire de être née en fin d'année, et qu'ils me disent oh mon dieu, t'as sauté une classe et tout, enfin je leur dis toujours mais tranquille, c'est genre la maternelle, j'ai pas genre sauté la 5e ou quoi, c'est la maternelle. A priori, j'ai juste raté 2-3 dessins, 2-3 lignes d'écriture. Ça va. Je me suis un petit peu fait chier à l'école toute ma vie, concrètement. C'était, en gros, ma scolarité, c'est un mélange de je me fais chier, ou alors je suis complètement paumée et je ne sais pas ce que je fais là, je ne comprends rien. C'était rarement un mix des deux, c'était jamais genre un truc équilibré, c'était soit mais qu'est-ce que je fous là, je me fais chier, ou qu'est-ce que je fous là, je suis stupide, je ne comprends rien. Et c'est un des trucs en fait un des premiers trucs dont je voudrais quand même parler, et sur lesquels il faudrait se mettre d'accord, c'est que tous les surdoués ne sont pas bons à l'école. C'est Clem du montage. Petite précision sur ce point. Normalement, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens à tort ont tendance à faire une équivalence entre l'intelligence et les résultats scolaires, ce qui est, à mon sens, faux. Comme je vais le préciser plus tard, encore une fois, le système scolaire, c'est un système qui est fait pour un certain type d'élèves, un certain type d'intelligence, un certain mode de réflexion, et qui n'est pas fait pour tous les cerveaux, en fait, et tous les modes d'intelligence et de réflexion. C'est un système qui a tendance à récompenser les élèves qui suivent les règles de ce système, en fait, ce qui est un peu normal, mais voilà, il y a une différence entre l'intelligence et savoir suivre les consignes. Je ne dis pas que les gens qui sont bons élèves et qui suivent les consignes sont moins intelligents, je dis juste que c'est pas la même chose. C'est pour ça que il y a des gens très intelligents qui ont des carrières qui sont vues comme étant médiocres dans notre société, et qu'à l'inverse, il y a des gens médiocres et stupides qui sont PDG de grandes entreprises ou même présidents des États-Unis. Voilà, il y a une différence, encore une fois, entre l'intelligence et comprendre le système où tu es et en suivre les règles. Et aussi, c'est pas parce que t'es surdoué que t'es une tête d'ampoule ou que t'aimes l'école, en fait.
Il y a vraiment ces deux trucs-là qu'il faut poser directement. Moi, je sais que voilà, j'ai pas eu des notes excellentes partout. J'ai été une très bonne élève, mais j'ai jamais eu des notes excellentes partout. Je suis historiquement connue pour être une brêle en maths et en économie. Et en histoire aussi, parce que ça m'a toujours un peu fait chier. Voilà, c'est vraiment des notes où c'est des matières, où j'ai eu des notes absolument catastrophiques tout le temps. Genre historiquement, à partir du moment où ça a commencé à parler de plus de addition, soustraction, j'étais dans la sauce en fait. Mais voilà, il y a d'autres matières où j'ai excellé, genre le français, la philo, les langues, j'adore les langues. Et du coup, ça a compensé en fait, c'est ça qui faisait que j'avais un super bulletin. Mais voilà, tous les surdoués sont pas forcément premiers de la classe. Il faut se rendre compte qu'en fait c'est un des gros stéréotypes qu'on a à propos des personnes à haut potentiel. Et je reviendrai dessus parce que en vrai c'est un des trucs qui m'a vraiment mise à mal en fait pendant ma scolarité et ma vie en général. Et c'est que vraiment on attend des personnes surdouées pas mal de choses en fait. Et les performances scolaires excellentes en font partie. Et c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est pas parce qu'on a un QI supérieur qu'on est des êtres genre à l'intelligence parfaite ou quoi. Moi, en tout cas dans mon cas personnellement, je dis pas que mon cerveau est mieux développé ou quoi, je dis juste qu'il est câblé différemment. C'est tout. Il y a des trucs qui vont paraître logiques à plein de gens et moi je vais faire mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour moi en fait. Et à l'inverse, il y a des trucs qui vont me sembler tellement logiques pour moi que ça va être limite du domaine de l'intuition, genre je pourrais même pas l'expliquer à quel point ça a du sens pour moi, et les gens vont me regarder en mode mais de quoi elle parle? C'est vraiment, ça dépend vraiment des domaines, ça dépend vraiment des personnes, et voilà, parce que vraiment la logique, l'intelligence et tout, c'est vraiment des notions qui ont vraiment, tu sais, des contextes particuliers qui dépendent de vraiment plusieurs facteurs, et voilà, ça s'applique pas à tout le monde. Et voilà, encore une fois, ouais, c'est pas parce que t'es plus intelligent ou HP ou quoi que tu vas exceller forcément en maths ou sciences et tout. Parce que justement, vu que c'est des matières qui sont supposées être logiques et avoir des règles, on s'attend à ce que ça soit des matières qui justement soient super faciles à comprendre, tu vois, par exemple pour moi, parce que voilà, il suffit juste d'apprendre telle règle, tu comprends la logique des chiffres et tout, ça bouge pas, tu vois. Et j'ai un mal de fou en maths, je ne pige rien du tout, alors que la philo, il y a rien de tangible, il y a rien de tel, de solide, il y a rien de logique, de fixe dans la philo, tu vois, c'est que de la réflexion, et pourtant j'adore ça et j'excelle dedans, tu vois. Ça m'amène du coup à mon deuxième point, qui est que, ouais, en fait, l'école, malgré le fait que ça soit souvent le milieu où on détecte une douance chez les gens, pour moi, c'est pas du tout un milieu adapté aux personnes surdouées, et au contraire, en fait. Au contraire, ça peut les limiter, ça peut les frustrer, ça peut les traumatiser. C'est vraiment pas pour moi en tout cas, encore une fois, un milieu qui peut être vraiment bénéfique en fait pour les surdoués. Personnellement, et ça, c'est vrai que ça surprend tout le monde parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me connaissent en étant une excellente élève, bosseuse et tout ça, mais je déteste l'école. J'ai jamais aimé ça. J'aime apprendre, j'aime étendre mes connaissances, j'aime sortir de ma zone de confort, mais l'école en elle-même, là, être assise le cul sur une chaise ou un pupitre ou un amphi avec d'autres gens, les notes, les évaluations, le rapport au prof, je déteste ça. Je l'ai su à partir du premier moment où je suis rentrée dans une école, genre en CP, je crois. J'ai détesté ça directement. Et évidemment, ça a pas l'air forcément logique pour des gens qui me disent mais oui, mais t'étais bonne, parce qu'en général, les gens qui aiment pas l'école, ils font pas d'efforts. Mais c'est juste que du coup, il y avait un conflit entre le fait que j'aimais apprendre, mais en même temps, je déteste ça, et aussi le fait que j'ai très vite compris en fait que si t'aimes pas ça, évacue ça vite, en fait, tu vois, parce que si j'ai des mauvaises notes, je vais redoubler et je vais y passer encore plus de temps. Donc, autant t'excelles, tu te fais pas trop voir et tu passes à la suite, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas fait forcément des très longues études. Je considère pas que les études que j'ai fait sont très longues. Et clairement, aujourd'hui, maintenant que j'ai terminé mes études, je suis dans la vie active, tu pourrais pas me payer pour retourner en cours. Jamais.
j'apprends en ligne, je fais des formations et tout, j'apprends en autodidacte parce que c'est ce que j'ai fait littéralement toute ma vie du coup, mais tu pourrais pas me payer pour me poser encore mon boule dans un amphi. Je la déteste pour pas mal de raisons. Déjà parce que l'école, elle est faite pour un certain type de cerveau, un certain type d'élève en fait. Et à partir du moment où tu sors de ce cadre, et du coup tu sollicites plus de besoins, plus d'attention, plus de maniabilité, plus de souplesse en fait dans les programmes, dans l'attention des profs, etc. En général, ça se passe pas archi bien en fait, et on essaye, tu sais, comme les jeux pour enfants où tu dois faire rentrer, tu sais, les formes dans les trous, tu vois, il y a toujours un gosse qui veut faire rentrer un rond dans un carré qui tape dessus. C'est ça, en fait. C'est à partir du moment où tu sollicites un peu plus la prof, où tu montres que ça va pas assez vite pour toi, que tu vois, t'as soif de connaissances, ou que tu réfléchis pas pareil, et que du coup les consignes deviennent un petit peu plus compliquées pour toi parce que on va dire, ça matche pas forcément bien avec ton mode de réflexion, ça se passe pas bien. Ça se passe archi pas bien pendant toute ma scolarité en fait. J'ai eu pas mal de profs qui m'ignoraient quand je posais des questions, qui m'envoyaient chier, qui m'accusaient de faire mon intéressante. Quand j'avais des bonnes notes du premier coup, on m'a accusé de tricher aussi. Voilà, enfin plein de trucs qui a priori j'avais pas demandé et qui ont solidifié aussi le fait que j'avais pas envie d'être là. Et il y a aussi le rapport aux autres élèves. Évidemment. Parce que il y a, du coup, quand t'arrives surtout avec justement, encore une fois, cette notion d'un an d'avance, les gens le prennent mal, genre. Il y a une espèce de compétition qui se met en place entre eux et toi, que tu n'as absolument pas demandé. Et du coup, en fait, tes performances et ton comportement en classe et tout sont souvent scrutés, en fait, avec genre soit de la jalousie, soit de la mesquinerie. C'est jamais un truc que j'ai demandé, j'ai jamais été quelqu'un de très compétitif de base. Enfin, en général, les performances des autres, je m'en fous. Je suis en compétition avec moi-même, pas les autres. Si vous performez bien, c'est bien. Si vous êtes meilleur que moi, c'est bien. Si vous êtes moins bien, je vous souhaite d'être meilleur que moi à jour. Et en fait, c'est tout. En fait, je m'en fous de comment les gens performent, en fait. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est avoir des notes meilleures que les miennes, en fait, précédemment. Et les gens pensaient toujours que quand j'étais contente d'avoir une meilleure note que celle que j'avais eue précédemment, ils pensaient que je me vantais en fait d'avoir une meilleure note qu'elle. Et pareil, quand j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir une mauvaise note, les gens se moquaient de moi en mode alors la surdouée, c'est pas si simple que ça, nanana. Ou alors ils disaient mais arrête de chialer, ça c'est les notes que j'ai d'habitude et tout. Et en fait, à chaque fois j'étais en mode mais ça n'a rien à voir avec vous. Genre vraiment vous n'êtes pas dans mon cerveau, vous n'êtes présent mais à aucun moment dans mon esprit. Je suis vraiment en compétition avec moi et moi-même, et aussi évidemment avec les attentes de mes parents qui longtemps ont fait l'erreur dont je parlais, de dire que voilà, si elle est surdouée, elle doit être forte partout, tout le temps, sans relâche, et tout le temps viser à se dépasser. Et du coup chaque mauvaise note que j'avais était un échec en fait pour moi et pour mes parents, et du coup je prenais mal du coup le fait de leurs exigences et le fait de pas pouvoir les avoir matchées cette fois-ci en fait. Mais du coup c'était je devais gérer ça, et du coup le rapport aux autres élèves, et je pense que de toute façon si vous êtes allé à l'école comme moi, vous savez que personne n'aime les intellos, donc du coup j'étais pas forcément la meuf la plus populaire au monde. Et ça c'est pas forcément quand j'étais petite, c'est de la primaire à ma dernière année d'études en alternance, tu vois. Enfin, voilà, j'ai eu les mêmes réflexions, les mêmes regards, les mêmes attitudes en fait, que ça soit pour réciter ma poésie à 6 ans, que ma formation agile à 23 piges en fait. Les gens ne changent pas. Du coup, j'ai passé pas mal de récré dans la bibliothèque, avec la bibliothécaire, à jouer à la bataille et aux dames. Grosse ambiance. J'ai quand même pas eu une enfance si nulle que ça, je dirais. Mais avec le recul, c'était pas simple, clairement. Et je pense que même si moi j'ai oublié des trucs, je sais que mes parents se souviennent. Et clairement, ils m'ont dit qu'il y avait une époque, genre pendant plusieurs années quand même, où en gros presque tous les soirs je rentrais de l'école en pleurant, soit parce qu'on m'avait dit que j'étais noire, soit parce qu'on m'avait dit que j'étais trop une intello. Il y avait jamais rien qui allait et j'étais jamais à ma place en fait.
A priori, ça a pas trop changé non plus. J'ai aussi commencé à faire pas mal d'activités extrascolaires aussi. J'ai fait à peu près 15 ans de piano, pas mal de natation, pas mal d'autres trucs. Et là aussi, j'avais pas mal d'attentes en fait, que ça soit de mes parents, de mes professeurs, des jurys, etc. Parce que voilà, là aussi, on s'attendait à ce que j'excelle. Il y a aussi le fait que j'étais dans des milieux qui, faut le dire, sont pas forcément faits pour les gens qui me ressemblent, voilà. Et donc du coup, on s'attendait à ce que j'échoue, en fait, parfois, et on avait pas mal d'attentes par rapport à mes performances. Et tout ça, là, ça a développé un syndrome de l'imposteur chez moi et un rapport à l'échec vachement toxique, dont j'ai mis des années et des années à me débarrasser, parce que voilà, à chaque fois que j'avais un résultat qui était bien, une performance qui était bonne, je me disais que c'était jamais assez, qu'il fallait que je me dépasse, que ça soit mieux que ça soit mieux les prochaines fois et tout. Et à chaque fois que j'échouais, j'avais l'impression d'avoir trahi la terre entière, qu'en fait j'étais pas du tout aussi intelligente qu'on me le disait, que j'avais trahi la confiance de mes parents, que les gens qui me regardaient en ricanant avaient raison, que j'avais rien à faire là, que j'avais piqué la place d'une personne qui méritait mieux que moi. Ouais, je me suis pas mal torturée comme ça pendant des années et des années. Et c'était pas ouf. C'était pas ouf, c'est vraiment mon amour de tout ce que je faisais qui m'a permis de continuer, mais je sais que si j'avais fait partie de ces enfants qui sont forcés par leurs parents de faire ces activités-là, j'aurais craqué depuis longtemps. Clairement, j'aurais pas tenu autant d'années au conservatoire, par exemple, donc qui était vachement compétitif et tout, si c'était juste mes parents qui voulaient que je fasse un instrument. Non, c'est vraiment parce que le piano c'était ma vie, c'est encore ma vie que j'ai tenu autant d'années en fait, malgré justement tout ce qui se passait dans ma tête à chaque fois que il y avait la moindre mention d'une quelconque performance à atteindre. Vient le collège où tout c'est compliqué, mais genre puissance x10. Parce que du coup, il y a eu d'introduction de nouvelles matières dans lesquelles j'excellais. Et du coup, les gens n'étaient pas contents. Et d'autres matières dans lesquelles j'étais archi nulle. Et du coup, mes parents étaient pas contents. Et en fait, je me concentrais jamais sur si moi j'étais contente, en fait. J'essaie toujours de me faire oublier, me mettre dans un coin, essayer d'arriver, avoir des bonnes notes et repartir chez moi, en fait. Parce que j'ai compris très vite que tout ce qui était bande de potes, popularité, tout ça, ça allait pas être pour moi, visiblement. Mon parcours scolaire, ouais, il a été assez, on va dire, ouais, chaotique socialement parlant et psychologiquement parlant aussi. Clairement, c'est là en fait où j'ai eu le plus de problèmes parce que ouais, on attendait beaucoup de choses de moi, on projetait pas mal de choses sur moi et c'était grave compliqué d'essayer de matcher tout ça en essayant de m'écouter en même temps et de faire la paix avec le fait que ouais, je peux être surdouée et échouer à des trucs, en fait, c'est normal. C'est pour ça que mine de rien, le fait d'avoir fait une prépa, c'est une bonne leçon parce que ça a été archi douloureux, mais en fait, il m'a fallu ça pour faire la paix avec la notion d'échec, en fait, parce que si j'avais pas fait la paix, honnêtement, je sais pas ce qui serait devenu de moi, mais j'aurais pas pu survivre, en fait. C'était vraiment parce que si tu fais pas la paix avec le fait qu'en prépa, tu vas te manger genre des 2/20, tu peux pas y aller, en fait. Et ouais, c'est une bonne chose que du coup ça m'ait confronté à ça et qu'il ait fallu que je fasse face à ce problème en parallèle des cours, parce que ça m'a permis d'apprendre des leçons qui m'ont permis d'avoir un rapport plus sain à la scolarité et à l'échec dans ma vie. Et du coup, c'est une leçon qui me suit, en fait, peut-être même plus que ce que j'ai appris en prépa d'ailleurs. Mais ouais, ça a été chaotique, chaotique. Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine de l'école. La conclusion, c'est on m'en demandait trop, c'est la merde. Maintenant, pour mon rapport aux autres, c'était pas plus simple, en vrai. Parce que l'ego des gens, en fait. L'ego des gens, les attentes des gens, ça m'a quand même pas mal posé problème. En vrac, il y a tous les gens qui pensent que du coup, tu peux faire psy gratuitement. Les gens qui profitent de tes connaissances et ta volonté d'aider en t'utilisant comme
aide aux devoirs personnalisés ou en piquant ton travail au boulot. Dans mes relations amoureuses aussi, je suis bi, mais toutes mes relations, on va dire, qui ont un semblant d'importance, entre guillemets, ont été avec des mecs. Et vous allez pas aimer entendre ça, mais je vais le dire quand même, et vous pouvez pleurer. Malgré tout le travail qu'on a pu faire dans cette société, l'ego des mecs est encore trop fragile pour sortir avec une meuf qui est plus intelligente qu'eux. Les mecs n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils peuvent dire le contraire. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dans leur bio Twitter, dans les conversations pendant la période de flirting, en mode ouais, moi, je veux pas une meuf qui soit ridicule et tout. Je veux pas une meuf qui soit stupide. Je veux une meuf intelligente avec laquelle on pourra avoir des conversations. Je veux une meuf qui sache se servir de son intellect et tout ça. 98% des mecs que j'ai fréquentés le prennent mal. Il y a forcément un moment où ça bloque. Ce que j'ai appris, je l'ai appris mal aussi. Et clairement, il y a pas, c'est mon expérience. Donc évidemment, je vais parler de mon expérience. Je vais pas généraliser parce que c'est mon expérience. Donc commencez pas à faire les imbéciles dans les commentaires. Mais je dis ça aussi parce qu'il y a des études qui l'ont prouvé. Il y a des centaines et des milliers de témoignages, que ce soit en France, dans tous les autres pays, dans pas mal de catégories socio-professionnelles qui le démontrent. Il y a toujours un moment où quand la femme montre vraiment de manière ostensible et publique qu'elle est plus intelligente que le mec, il y a un moment où le mec le prend mal. En fait, de ce que je comprends, en fait, c'est que quand les mecs disent ouais, je veux une meuf intelligente, ils veulent une meuf qui va pas les embarrasser. Et ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que, en gros, si, tu sais, plus tard, quand ils vont prendre un verre avec leurs potes ou qu'ils vont présenter leurs copines à leurs réunions, à leurs after-work là au travail et tout, ils veulent pas, tu sais, l'archétype de la meuf stupide qui va sortir de débilité, qui va l'embarrasser. Mais en même temps, ils ne veulent pas non plus une meuf qui va les faire passer pour des imbéciles, en fait. Une meuf qui va les pousser à se remettre en question. Une meuf qui va les pousser à réfléchir plus, qui va essayer de contrer leurs arguments avec des faits. Ça passe pas. Et j'en ai grave fait des frais. Des mecs qui se sont montrés absolument genre abjects et toxiques et désagréables. Dès que, en gros, j'osais ne pas brider mon cerveau, en gros, juste j'osais parler, remettre des trucs en question, pousser la conversation. C'est toujours oui, mais pourquoi tu compliques les choses? Oui, mais pourquoi à chaque fois tout doit être un débat avec toi? C'est vraiment un truc important et je trouve que ouais, ça c'est un truc qui concerne plus les femmes surdouées. J'ai l'impression que faut chercher en fait avant de trouver un ou une partenaire évidemment qui va pas prendre notre intelligence comme une attaque personnelle en fait et qui va pas entrer dans un rapport de force inutile à propos de ça à cause de ça parce que c'est épuisant, c'est inutile en fait. Et clairement ça s'applique aux relations amoureuses et ça s'applique aussi aux relations où il y a une hiérarchie en fait de pouvoir qui est établie et où ton intelligence peut être un signe de tentative de renversement de cette hiérarchie, notamment dans le milieu scolaire ou au taf. Parce qu'il y a pas mal de fois où il y a des profs qui ont voulu genre me punir ou me silencier ou quoi parce que je voulais même pas genre par exemple leur dire que par exemple leur cours était faux ou quoi parce que voilà, mais par exemple que ça soit juste pour discuter d'un truc. Demander plus de précision, de donner dans le cadre d'une discussion, donner un avis peut-être contraire, essayer d'apporter un argument. Quant à cette relation prof-élève, il y a beaucoup de profs qui n'aiment pas ça. Et de la même manière, ça continue aussi au taf. Quand tu remarques que par exemple ton ou ta manager prend une décision qui, à ton sens, n'est pas forcément la plus pertinente ou pourrait être améliorée, même si t'essayes d'exposer tes arguments avec toute, en gros, la bienveillance, la politesse du monde, il y a beaucoup de cas où ça va pas passer, en fait. Et on va gentiment te dire, en gros, soit fermer ta gueule, soit... J'ai lu pas mal sur le sujet, pour savoir si j'étais seule dans ce cas, et j'ai pas l'impression d'être la seule dans ce cas, mais j'ai l'impression que, ouais, en tant que haut potentiel, j'ai grave un problème avec l'autorité. Pour moi, c'est un concept qui n'a pas de sens et que je remets très souvent en question en fait parce que souvent l'autorité
est donné aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Elles ne prennent pas les décisions les plus pertinentes et ça va des fois à l'encontre de mes valeurs et de ce que je pense en fait. Et c'est très dur pour moi de faire quelque chose avec pour justification, c'est comme ça et pas autrement. Si quelque chose n'a pas de sens pour moi, il est quasi impossible que je le fasse. Et ça, que ça soit à l'école, avec mes parents, au travail, c'est très compliqué pour moi d'être managée, d'être supervisée et d'avoir quelqu'un qui a un ascendant sur moi. Si je sens que cette personne soit ne sait pas ce qu'elle fait, soit abuse de son autorité, soit ne réfléchit pas aux ordres et aux directives qu'elle donne, si ça n'a pas de sens pour moi, je vais pas le faire. Et si la personne n'est pas prête à entendre mes arguments et n'est pas ouverte à la discussion et veut juste donner des ordres et qu'ils soient faits, ça va mener au conflit de manière quasi automatique. J'essaierai de mettre des sources sur le sujet dans la description. Ça, plus le fait, encore une fois, que voilà, tu vois, il y a ça aussi, clairement, parce que a priori, je suis pas genre femme noire en semaine A, surdouée en semaine B, il y a tout ça en même temps, et clairement, je sais qu'il y a des contextes où, voilà, quoi, quand il y a des gens, le fait que, une femme noire de genre 18 ans plus jeune qu'eux, je sais pas quoi, remettent en question leurs décisions, ça pique. Ça a piqué, et au final, ça a piqué pour moi, en fait. Et il y a aussi cette frustration qu'en fait, on te veut, mais pas, en gros, dans ton entièreté. On te veut, mais selon les termes des gens qui te veulent, en fait. Je m'explique, c'est que les gens aiment, tu vois, l'intelligence. Ils aiment fréquenter des gens intelligents, ce qu'ils disent, du moins. Ils aiment recruter des gens intelligents, évidemment. Tu vas pas recruter quelqu'un de stupide pour faire le job que tu veux, tu vois. Voilà. Mais ils ont du mal, en fait, j'ai l'impression, saisir ce que c'est l'intelligence dans son entièreté, tout ce que ça implique, les différents domaines que ça englobe, en fait, et que quand tu prends une personne dans ta vie, que ce soit professionnellement, amoureusement, tout ce que tu veux, que tu la fréquentes et tout, c'est pas un forfait téléphonique, genre tu peux pas désactiver des options comme ça, voilà. C'est-à-dire que si tu m'engages pour faire un job et que tu détectes que je suis intelligente, brillante, que je réfléchis vite, que je vois, que je détecte les problèmes et que je les résous vite, je vais détecter les problèmes que tu veux que je détecte et je vais résoudre les problèmes que tu veux que je résolve. Mais si j'en vois aussi dans ton management, dans les décisions qui sont prises, en fait, je peux pas éteindre mon cerveau, en fait, et ne rien voir. Je vais forcément voir ça aussi, que ça te plaise ou non. Après, évidemment, il y a des manières de dire et des manières de faire. Bon, ça, c'est l'éducation, c'est genre la socialisation et tout. Mais tu peux pas t'attendre à ce que, je sois intelligente que quand ça t'arrange, en fait, tu vois. Pareil pour, encore une fois, les relations amicales, les relations amoureuses. Tu peux pas vouloir quelqu'un d'intelligent juste pour que tes proches disent « Ah, mais mon Dieu, mais ta pote, là, ta meuf, là, elle est trop intelligente. » Mais quand je vois que t'as un comportement qui est pas logique ou juste que je veux apporter un point de vue différent à une conversation, ça t'arrange pas. C'est pas cohérent, faut garder la même énergie, en fait. Et c'est vraiment cette frustration de soit être trop, soit être pas assez, mais de jamais être bien, en fait, dans les environnements et pour les gens qu'on fréquente. C'est douloureux, on va pas se mentir, de voir que les gens veulent certaines parties de nous, mais peuvent nous rejeter en bloc dès qu'on montre qui on est. En vrai, c'est chiant. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est pas mal occulté, en fait. Quand on parle de personnes surdouées, on a souvent tendance à mettre en lumière leur super parcours, ce qu'ils ont fait, l'âge auquel ils l'ont fait, leur carrière et tout. Mais on se rend pas compte, je pense, de la détresse que ça peut engendrer, de la solitude aussi que ça peut engendrer. Personnellement, après je pense que il y a pas mal d'autres choses dans ma vie, dans mon passé, etc. Mais il y a
je suis toujours un peu frustrée et toujours un peu au fond malheureuse en fait, tu vois, parce que je sais qu'il y a toujours une partie de moi qui coince en fait, tu vois, il y a pas, c'est rare que je sois dans une situation ou avec des gens où je sais que je suis vue à 100%, comprise à 100% et acceptée et aimée telle que je suis à 100% en fait, et ça me rend toujours un peu un peu frustrée et toujours un peu malheureuse dans le fond en fait, et je pense que je suis pas la seule, je suis sûre que je suis pas la seule. Être surdouée, c'est pas aussi doux qu'on puisse qu'on peut le comprendre en fait et qu'on peut le penser, et c'est pour ça que il y a pas mal j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que ma mère m'a dit, parce que elle m'a dit qu'aujourd'hui, tu vois, enfin t'as Kindle, t'as la Fnac et tout, tu peux acheter ton livre pépère sur avoir un enfant surdoué ou être un adulte surdoué comme ça, et puis sortir et puis te documenter, tu vois. Mais moi, elle m'a dit quand elle essayait de chercher, d'essayer de comprendre en fait, que comment appréhender mon éducation, comment m'appréhender, comment m'aider au mieux, il n'y avait pas tant de ressources sur ça en fait à l'époque. Et on te regardait grave bizarrement. Elle m'a dit, tu sais, quand t'étais à la caisse genre de la Fnac ou je sais pas quoi, de la librairie avec ton livre genre bonjour, j'ai un enfant surdoué, les gens te regardent en mode mais c'est qui elle, pour qui elle se prend. Et mais ouais, aujourd'hui t'as pas mal de ressources en fait qui couvrent ces sujets-là, et c'est très cool, je dis pas le contraire. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de ressources qui glorifient le fait d'être surdoué, qui voient ça comme quelque chose de bien à être, quelque chose à atteindre en fait, comme si ça pouvait l'être, parce que c'est quelque chose qu'on est en fait, tu le deviens pas, ça fait partie de l'inné et non de l'acquis. Et ouais, il y a beaucoup de gens, je remarque aussi, qui cherchent maintenant la douance chez eux ou chez leurs enfants. Encore une fois, je dis pas que c'est mal, parce que ça coûte rien, tu vois, de se poser la question et de faire les tests en conséquence, si tu vois, s'il y a des signes qui peuvent te faire penser que toi ou ton enfant est surdoué. Et le fait de savoir, c'est bien, parce que du coup, tu peux peut-être en discuter, tu vois, essayer d'établir une sorte de plan, de stratégie, d'adapter ton comportement envers toi-même, ton enfant, ton entourage, etc. Mais aussi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui forcent en fait, genre, qui, de ce que j'ai vu, qui essayent, tu vois, de se dire ouais, je suis surdoué, ouais, mon enfant a telle chose, il est surdoué. Et je suis là pour dire que c'est pas quelque chose d'enviable. C'est absolument pas quelque chose d'enviable. Clairement pas. Enfin, en tout cas, pour moi, je le suis parce que j'ai pas le choix, tu vois. Si on pouvait m'enlever mon étiquette de surdoué ou HPI ou quoi, en vrai, avec plaisir, parce que ça m'a, en tout cas, hein, je trouve que ça m'a jamais vraiment apporté des trucs positifs. Ça me sert, tu vois. Je suis consciente que le fait que mon cerveau soit câblé différemment, ça me donne des capacités que j'hésite pas à mettre en œuvre en fait, et du coup évidemment j'en profite et tout, et ça me sert, et je fais des trucs dont je suis fière, tu vois. Je sais que je suis contente de pouvoir apprendre des trucs super vite, je suis contente de pouvoir produire des contenus, structurer ma pensée quand même de manière assez cohérente et de manière assez pertinente et rapidement, et vous en bénéficiez, on va dire, si vous appréciez mes vidéos, évidemment. Mais si vous êtes là, c'est que voilà, vous regardez le contenu que je produis, et le contenu que je produis, il vient de là en fait. Même si je l'écris, les réflexions elles viennent de là. Donc si vous appréciez, c'est parce que je suis surdouée, tu vois. Entre guillemets, on va faire ce raccourci là. Mais en dehors des bienfaits que ça m'apporte pour moi, pour ma connaissance, pour ce que j'aime faire, pour ce que je produis, personnellement le bilan que j'en fais, c'est que c'est plus un fardeau qu'un don. Très concrètement, c'est pour ça qu'on me dit surdoué, on me dit oui t'as un don, non, ça a plus rendu ma vie compliquée qu'autre chose. Ça a plus rendu ma vie compliquée qu'autre chose. C'est pas quelque chose dont je suis nécessairement fière, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est pas comme si tu peux dire fièrement aujourd'hui que oui, t'es surdoué, parce que encore une fois, les gens prennent ça pour de la frime, t'as tout de suite leur ego qui est titillé, ils rentrent en compétition avec toi, alors que voilà.
Voilà, et c'est rare qu'il y ait quelque chose de positif qui est découlé du fait que je dise que je suis surdouée, tu vois. Donc ouais, pour moi, ça a pas grand-chose de positif. Très clairement, ça m'a plus apporté des ennuis qu'autre chose en fait, et comment dire, encore une fois, un profond sentiment de frustration et de solitude la plupart du temps. Il y a des aspects physiques aussi, il y a des aspects purement physiques au fait d'être surdoué. Si vous avez regardé la série Prison Break, vous allez savoir de quoi je parle. J'ai absolument pas regardé la série, mais on m'a montré l'extrait de la série où le mec en parle. Il parle du mec là, Michael Scofield. C'est le déficit d'inhibition latente. Qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de simplifier. Je sais que genre médicalement tout ça va être faux. Donc si vous en connaissez plus que moi, bah dites-le dans les commentaires. Mais je sais qu'il y a moyen que je fasse des giga raccourcis. En gros, ce déficit-là, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand ton cerveau est câblé normalement, tous les stimuli en fait que tu reçois à chaque instant de ta vie, ton cerveau arrive à les hiérarchiser. Il arrive à déterminer ce qu'il met en premier plan, ce qu'il met en arrière-plan, ce qu'il occulte, etc. Moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas marcher dans la rue, tu vas chercher une pharmacie. C'est un exemple que j'ai tiré du blog Rayures et Ratures, je crois que c'est ça, qui parle en fait des caractéristiques des personnes surdouées et qui a écrit un article super intéressant là-dessus. Donc je vais vous le mettre en description parce que je trouve que ça complète plutôt bien et c'est même la source en fait de ce que j'essaye de vous expliquer. Du coup, tu vas marcher dans la rue, tu vas faire quand même vite fait attention à pas te faire taper par une voiture, ok, mais tu vas, avoir ta vision qui va être surtout en premier plan, parce que en gros, ce que tu veux repérer, c'est le plus vert là qui clignote, qui t'indique que t'as trouvé une pharmacie. Donc voilà, ton sens principal, ça va être la vue, tu vois, tu vas marcher, tu vas dire ouais, pharmacie, la pharmacie est là, allons-y, tu vas voir un petit peu le tunnel et tout le reste de tes sens, que tu t'en rendes compte ou pas, ça va être un peu comme là cette vidéo en fait, enfin pas là parce que je crois que j'ai foiré la mise au point, mais en gros le reste va passer en flou en fait, en arrière-plan, et tu vas te concentrer sur ce que ton cerveau veut cibler à l'instant T. Moi j'ai pas ça, c'est-à-dire que moi je vais me balader, je vais chercher une pharmacie, mes yeux vont chercher une pharmacie, donc le plus, mais ils vont aussi voir le truc qui clignote là-bas, le chien qui qui pisse dans un coin là, la voiture qui klaxonne depuis tout à l'heure dans un coin, le fait qu'il fasse froid, ma musique qui vient de se répéter pour la 3e fois, le vent dans mes cheveux, et ça va être tout sur le même plan. C'est fatigant. Moi je l'ai dit, c'est grave fatigant. C'est archi fatigant. Et des fois même c'est douloureux. Il y a des espaces où je peux pas être parce que justement ça en fait, le fait que tous les stimuli arrivent en même temps dans ton cerveau et à la même puissance, c'est pas ouf. C'est pour ça que après il y a aussi que le fait que je fasse pas mal, c'est une espèce de anxiété sociale / j'aime pas les gens. Mais voilà, les endroits bondés de personnes, genre la foule, les boîtes de nuit et tout. Non, je me suis forcée. Parce que voilà, j'y reviendrai plus tard, mais je me suis forcée pas mal de temps en fait à fréquenter ces endroits-là, et c'est douloureux. C'est douloureux parce que justement c'est trop en fait. Pour donner un exemple, par exemple, il y a un endroit où à la fois j'aime bien aller et je déteste aller. C'est si vous habitez en région parisienne, à la Défense, les 4 temps sous le Dôme, là où il y a tous les restos et tout, c'est une horreur pour moi en fait, à partir d'une certaine heure, parce que
En gros, il y a beaucoup de monde, ça parle énormément, il y a la musique de fond des 4 temps, là, l'espèce de truc avec les xylophones, les je sais pas quoi, là, machin. Il y a la musique des différents restaurants, il y a les écrans, il y a les pubs, il y a les gens qui parlent, il y a le bruit de tous les restos, il y a les lumières qui clignotent de l'ancien Toys R Us ou je sais pas quoi, il y a toutes les affiches de l'UGC et tout, les changements de lumière, surtout à partir du moment où il y a le soir et tout, les mouvements des gens. J'ai du mal en fait. J'aime bien être dans ces endroits-là parce que j'aime bien les restos qu'il y a là. C'est facile quand j'ai envie de donner rendez-vous à une pote et tout pour boire un verre et tout. En général, je me pose là parce que c'est facile d'accès et tout. Mais ça me fatigue très vite en fait. J'ai une espèce de fatigue physique et des migraines qui se développent au bout de genre 3 heures, un truc comme ça, parce que ça fait trop. C'est beaucoup trop en fait. Il y a trop de stimuli. Je ne peux pas en fait. Voilà. Et ouais, il y a des fois où tu peux avoir des migraines bêtement comme ça en fait, quand t'as des endroits qui sont pas adaptés en fait. Voilà, les soirées j'ai du mal. Voilà, il y a forcément, tu sais, par exemple les réunions où il y a pas mal de gens, il y a forcément un moment où mon cerveau dit en fait meuf il faut que tu partes parce que ça fait beaucoup. Ouais, c'est compliqué. Dans la même veine aussi, il y a l'hypersensibilité, qui est un phénomène qui se retrouve chez pas mal de surdoués. En fait, on est souvent hypersensible des 5 sens, on entend tout, on voit tout, on ressent tout beaucoup plus vite. Et même s'il y a des aspects positifs, parce qu'on traite plus vite les informations, on a un sens du détail qui nous est des fois envié, ça nous permet de vivre les choses plus intensément, ça stimule notre créativité. Voilà, et puis on emmagasine les choses plus vite et pas forcément moins bien. Mais il y a aussi le fait que du coup, souvent, on a du mal à contrôler nos émotions, nos réactions, nos comportements sont trop intenses pour les gens qui nous entourent, et ça peut être assez embêtant par moments. Je voudrais parler du rapport à l'empathie. Parce que y a pas mal de tout, j'ai lu pas mal tout et son contraire en fait. Que les surdoués soit ont pas d'empathie parce qu'ils réfléchissent trop et du coup ils ont pas ils ont moins de sentiments. Genre j'ai vraiment lu des ressources en gros où en gros on nous disait que ouais on est un petit peu genre des robots, ou alors qu'on en a beaucoup trop et qu'on sait pas gérer. Et encore une fois, ça c'est un truc qu'il faut nuancer en fait, ça dépend des gens. Tu peux pas caler des stéréotypes comme ça sur les gens en fait. Mais ouais, moi je sais que je sais pas, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où j'ai quand même pas mal, je pense avoir pas mal d'empathie. Et je pense que c'est ça qui fait de moi, malgré tous mes défauts, quand même une bonne amie. Parce que j'arrive quand même à comprendre les sentiments des gens. Mais je sais que pour moi, c'était pas inné. Pour moi, c'est un truc qu'il a fallu que je bosse. Et ouais, il y a pas mal de contextes encore où on trouve que je suis froide et distante parce que j'arrive pas à avoir les bonnes réactions en fait. J'arrive pas à avoir les réactions qu'on attend de moi, les réactions qu'on attend d'une personne normale en fait à pas mal de comportements en fait. Soit parce que honnêtement, je sais pas comment réagir, donc du coup ma réaction primaire c'est du coup de pas réagir, et vu que j'ai un peu genre une resting bitch face, du coup quand je fais rien avec mon visage, j'ai l'impression que je fais la gueule, donc forcément ça déstabilise un petit peu les gens. Mais il y a aussi des fois où en gros la réaction qu'on attend de moi, je l'ai comprise, mais vu que ça clash avec la réaction que j'ai envie d'avoir ou le fait que ça me fasse rien, je fais rien en fait, et du coup forcément ça pose problème. Voilà, ça, il y a pas mal de contextes comme ça. Par exemple, je sais pas, au boulot, quelqu'un va sortir une blague pas drôle, ou je sais pas, va me solliciter d'une certaine manière, et je vais pas avoir la réaction appropriée en fait. Et du coup, ça va se répercuter du coup sur mon appréciation au travail, sur voilà mon appréciation par mes collègues et tout. Alors que juste j'étais moi-même en fait. Et encore une fois, souvent on me reproche d'être moi-même, et c'est compliqué en fait quand on te dit que le problème c'est pas tes compétences, c'est toi, tu es le problème en fait, tu ne réagis pas bien, ton cerveau ne va pas bien, voilà, il y a toujours un truc qui va pas en fait. C'est chaud à encaisser, surtout quand ça se répercute sur pas mal d'aspects de ta vie et tout. C'est relou, on va pas se mentir, c'est relou.
Et ça m'amène, je pense, à mon dernier point, je suppose, qui est que, en gros, on a cette pression et des fois cette tentation due à cette pression en fait d'essayer d'être normal. Et pour moi c'est pas possible et pour moi on devrait pas essayer. Pour expliquer cette réflexion, je vais détailler le concept de vrai self et faux self. Donc encore une fois je vais partir d'un article du blog Rayures et Ratures que je mettrai dans la description. Donc en gros le vrai self c'est le soi authentique en fait, qui on est réellement et la personne qu'on s'autorise à être quand on est dans un environnement safe en fait, quand on s'autorise à être pleinement soi-même. Et le faux self à l'inverse, c'est ce que les gens voient de nous, c'est le masque social en fait qu'on met, qui est influencé par les conventions, notre éducation et ce qui est attendu de nous en tant que membre d'une société, en gros. Maintenant, ce que j'ai remarqué de par ma propre expérience et celle de bien d'autres personnes surdouées, c'est que il y a un plus gros décalage chez nous entre le vrai self et le faux self. Il y a un plus gros enjeu pour nous à cacher notre vrai self en utilisant le faux self du coup, et on est plus poussé ou encouragé à ne montrer que notre faux self en fait, puisque notre vrai self fait peur, met les gens mal à l'aise, les éloigne, etc. Et du coup, c'est pour ça que je parle de cette pression à être normal en fait, puisque pour être accepté, on doit laisser une part très importante à notre vrai self, déjà pour être moins vulnérable, pour que notre personnalité authentique et profonde soit pas totalement attaquée par le jugement des gens, et aussi parce que voilà, c'est ce qu'on attend de nous en fait. Donc on nous pousse à faire semblant très souvent, presque constamment, en exposant une image de nous qui est plus tolérable, gérable et acceptable pour la société. Et c'est très dangereux en fait, puisque quand on nous demande souvent, et même des fois constamment, de pas être nous-mêmes, on peut très vite oublier qui on est vraiment en fait. Vu qu'on laisse tout le temps notre faux self s'exprimer pour nous, on peut très vite perdre la notion de qui on est vraiment, et c'est quelque chose qui est très, très dangereux psychologiquement. C'est quelque chose, je pense, qu'on oublie en fait quand on pense à une personne surdouée. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense quand on pense à quelqu'un de surdoué, mais on pense pas à ces aspects psychologiques qui peuvent être une source de détresse en fait pour les personnes surdouées. J'ai longtemps essayé de céder en fait à cette pression, de cacher, on va dire, cette partie de moi-même, comment je réfléchis, la manière dont ça influence mon comportement, et pas de me rendre plus stupide, je vais pas dire ça comme ça, mais voilà, d'essayer d'imiter en fait le comportement des personnes normales et des personnes qui en gros me disaient de pas être comme moi et d'être plus comme eux. Et vu que je voyais que en gros socialement ils avaient des raisons de le faire parce que ça marchait bien pour eux, ils avaient des amis, tout ça, bah je me dis bon, j'ai essayé pendant longtemps, tu vois. Ça s'est pas bien passé. Je reviendrai un peu plus dessus, je pense, sur ma vidéo, sur mon expérience en école de commerce, parce que c'est vraiment le moment où j'essaie de plus de me fondre dans la masse, entre guillemets, et d'essayer d'aller à l'encontre de qui j'étais. Et avec le recul, psychologiquement, fallait pas faire ça. C'était pas bon, clairement pas. On glorifie encore une fois, tu vois, les personnages comme Sherlock, tu vois, qui sont voilà, qui sont des excentriques, qui sont solitaires, qui sont un petit peu désagréables parce qu'ils prennent les gens pour des gens inférieurs à l'intelligence moindre. Mais
En vrai, j'ai l'impression que des fois, les gens te regardent vraiment comme ça, et du coup, même quand tu l'es pas, et du coup, adaptent leur comportement en fonction de cette image qu'ils ont de surdoué, et ça te fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Et ouais, il y a des fois où je suis chelou, il y a des fois où je sais que je suis socialement inadaptée. Je sais qu'il y a des fois où je suis archi relou, je sais qu'il y a des fois où je suis une fouteuse de merde, je sais qu'il y a des fois où je pointe des choses que les gens ne veulent pas entendre, que je suis incapable de faire mieux ma gueule qu'on le voudrait. Mais est-ce que c'est une raison pour m'isoler? Est-ce que c'est une raison pour voilà, me traiter comme si j'étais pas humaine, comme si j'étais un alien? Parce que clairement c'est comme ça qu'on m'a traité quand même dans pas mal de fois dans ma vie. Non, en fait. Et en vrai, je me rends compte que la plupart des relations que j'ai aujourd'hui qui tiennent, c'est soit parce que en fait les gens que je fréquente sont eux aussi surdoués ou très intelligents, ou alors c'est parce que ce sont tout simplement des belles personnes, en fait, qui m'acceptent entièrement, tout en ayant ce rôle d'ami de me pousser à être mieux, parce que c'est ce que j'attends en tant qu'ami, tu vois. Mais j'ai l'impression que, ouais, en fait, d'eux-mêmes ou de moi-même, les gens finissent toujours par s'écarter de moi, et j'ai très peu d'amis. Je pense que c'est une bonne chose, je pense, et aujourd'hui je m'en contente, mais comment dire, comme pour beaucoup de choses dans ma vie, j'aurais aimé avoir le choix. Et j'aurais aimé que ça soit un processus sur lequel j'ai plus de contrôle, en fait. Que je sois aux commandes de ça. Que je puisse faire un tri moi-même. Que je puisse arriver à ces conclusions moi-même et à mon rythme, en fait. Que ça soit pas un processus aussi rapide, aussi violent et aussi douloureux pour moi, en fait, aussi. C'est surtout ça. C'est que je pense que même aujourd'hui, j'aurais les mêmes, je pense que je finirais quand même avec les mêmes amis que j'ai aujourd'hui, les mêmes relations que j'ai aujourd'hui. Mais est-ce que ça a eu besoin d'être aussi difficile? Non, en fait. De toute façon, je suis qui je suis, hein. A priori, tu sais, comme j'ai dit, on est surdoué. On le devient pas, et de toute façon, enfin, je vais pas rester en guerre avec moi-même, en fait, ça ne sert à rien. Donc, moi, je m'accepte, et puis j'essaie de faire la paix avec moi, avec mon entourage, essayer de trouver des solutions pour mon quotidien. Par exemple, j'ai abandonné la perspective de trouver un travail où je puisse m'épanouir totalement. J'ai abandonné totalement la perspective d'avoir un boulot qui m'apporte la stimulation intellectuelle dont j'ai besoin et où je serai à l'aise, en fait, et où j'aurai des bonnes relations avec mes collègues. D'un point de vue socialisation au travail, je suis dans la même relation minimaliste que j'ai eu toute ma vie, en fait, c'est-à-dire que j'arrive, je fais mon taf, je pars. C'est tout. Il y a pas de c'est le strict minimum, en fait. Et comment dire, et ouais, au niveau du travail, je fais quelque chose qui concrètement me rapporte de l'argent et je tire ma stimulation intellectuelle de tout ce que je fais ailleurs, de tout ce que j'apprends, de ma chaîne YouTube, de tous les autres projets que j'ai tout le temps en même temps. Et voilà, c'est ça ma vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pas été trop brouillon. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me suivre sur Twitter et me soutenir sur Utip, en donnant ou en regardant une pub si vous n'avez pas les moyens. Si vous avez suivi la vidéo et que si vous l'avez regardée jusqu'ici, merci, félicitations. Commentez l'emoji cactus. Comme ça on verra qui est qui. Je vous dis à la prochaine. Salut!